Nous sommes en crise. Corps. 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 Corps à corps. Alors réjouissons-nous, annonce vendredi sur Twitter Bruno Le Maire. L'agence de notation Standard & Poor's a rendu public vendredi dernier sa note pour la France concernant la solidité des dettes des États, vous savez. Eh bien notre note est maintenue à AA. Comme elle l'avait déjà fait en juin. AA, bon, AA, c'est un AA assorti d'une perspective négative, comme ils disent, qui est due à l'incertitude quant aux finances publiques de la France dans un contexte de déficit budgétaire élevé. Mais c'est un AA quand même. Et Bruno Le Maire partait plutôt confiant, il le rappelait sur France Inter. Il avait apporté des arguments solides vendredi dernier sur France Inter. Est-ce qu'on va pouvoir écouter le ministre de l'économie Je me tourne vers... mon réalisateur, le ministre de l'économie sur France Inter, vendredi 30 novembre, qui annonçait sa confiance vis-à-vis de la note à venir. Tout est possible. C'est eux qui décident. Mais je pense que nous avons apporté des arguments solides sur la crédibilité de notre détermination à baisser la dette, à ramener les déficits sous les 3% et à tenir la dépense publique. Ça fait 1 an que j'alerte sur la nécessité impérative de redresser les comptes publics à un moment où les taux d'intérêt augmentent. Nous avons pris des décisions fortes avec la Première ministre. Nous tiendrons nos 4,9% de déficit en 2023. Nous avons engagé des revues de dépenses publiques. Nous avons gelé un certain nombre de dépenses que nous n'estimions pas utiles. Voilà, donc un ministre de l'économie plutôt fier de ses résultats. Nous avons apporté des arguments solides sur la détermination de la France à réduire le déficit. Nous tiendrons les 4,9% du PIB. Alors, bon, Bruno Le Maire est aussi revenu d'ailleurs sur France Inter vendredi dernier sur la crise inflationniste. Je la confirme, nous sortons de la crise, nous a-t-il également annoncé vendredi dernier. Moi, je ne menace personne, mais je prends des engagements et je les tiens. J'ai dit aux Français que nous maîtriserions l'inflation. Je vous confirme que nous serons sous 4% de taux d'inflation en 2023. C'est un vrai succès d'avoir réussi à maîtriser l'inflation qui pénalise les plus modestes en 2 ans. Là où il a fallu 10 ans dans les années 70. Pourquoi ? Parce que nous avons fait des choix responsables, qu'on n'a pas cédé la facilité de l'augmentation générale des salaires, qu'on n'a pas cédé la facilité d'un blocage artificiel des prix. Mais les gens qui font leurs courses, ils ne le sentent pas là. Voilà, nous sortons de la crise inflationniste, nos arguments sont solides, nous avons eu une bonne note AA, à entendre Bruno Le Maire, tout va bien, il faut se réjouir. Alors, faut-il vraiment se réjouir avec Bruno Le Maire ou malgré tout s'inquiéter d'une dette qui est quand même estimée à 112% du PIB ? C'est la question qu'on va poser à nos 2 invités, Olivier Delamarche et Philippe Béchade. Bonjour Olivier Delamarche. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes analyste économique et cofondateur de la lettre économique Les Incorruptibles. Et nous sommes avec Philippe Béchade. Bonjour Philippe Béchade. Bonjour. Et merci d'être avec nous également, président du think tank Les Éconoclastes, rédacteur en chef à la Bourse au quotidien et cofondateur du cercle finance.com, auteur de ce livre Fake News, Post-Vérité et autres écrans de fumée aux éditions Agora. Alors pour commencer, Olivier Delamarche, concernant donc numéro de satisfaction de Bruno Le Maire, peut-on malgré tout être satisfait d'une note AA qui va quand même nous permettre au moins d'éviter la hausse des taux d'intérêt sur notre dette ? Non, c'est une blague. Si vous voulez, les agences de notation, très franchement, depuis 2008, où ils notaient tous les subprimes AAA, faut les remettre à leur place, ça n'a aucun intérêt. Je vous rappelle que le Japon, avec 250% du PIB en dette, a été noté pendant très très longtemps, AA aussi. Donc non, enfin le satisfecit de Monsieur Bruno Le Maire sur la notation par Standard & Poor's, c'est ridicule. Et son satisfecit d'ailleurs sur le reste est aussi ridicule. Ouais. C'est-à-dire que l'inflation, je ne sais pas ce qu'il sort souvent de son bureau, mais moi j'ai pris l'autoroute samedi pour aller à Lyon et je peux vous dire que l'essence est encore à plus de 2 euros. Donc faut quand même pas charrier. L'alimentaire aussi a explosé. Ouais, presque doublé. Pourquoi est-ce qu'il y a,
en effet un reflux sur l'inflation? Eh bien, tout simplement parce que vous avez un certain nombre de matières premières qui ont baissé. Et pourquoi elles ont baissé? Tout simplement parce qu'on est en récession. Ça, il oublie de le dire. Donc, on a un taux de faillite comme on n'a jamais vu. On a une récession qui est très forte. Alors, ils se vantent pour 2024 d'avoir maîtrisé et l'inflation et les déficits. Je vous rappelle que quand on est en récession, eh bien, les prix baissent. Oui, c'est vrai, mais on est en récession, il oublie de le dire. Il a fait son budget sur un déficit qui est quand même un déficit sérieux, qui est de 147 milliards, je crois, avec une croissance de 1,4% prévue. Et je vous rappelle que l'OCDE vient de baisser sa prévision pour la France à 0,8. Et on n'y sera probablement même pas, puisqu'on sera en récession en début d'année. Donc, excusez-moi, mais enfin bon, les prévisions de Monsieur le maire, je lui rappelle qu'il avait prévu aussi de mettre à bas l'économie russe et qu'on attend toujours. Donc, non, il ferait mieux de travailler sur ces bouquins porno plutôt que nous faire des cours d'économie. Alors, deux questions en fait que vous soulevez là, Olivier Delamarche, et je vais me tourner vers Philippe Béchade. Finalement, il y a la première, il y a celle, si on se tourne directement vers ces agences de notation. Quel jeu jouent vraiment ces agences de notation? Vous avez dit que c'est une blague. Depuis 2008, on sait que c'est une blague, mais j'aimerais bien savoir pourquoi nous sommes finalement dépendants de ces agences de notation. Première question. Et deuxième, comment se fait-il que Bruno Le Maire, malgré ses cocoricots, n'arrive finalement pas à nous sortir de cette situation de dette terrible? Évidemment, il n'est pas le seul à l'avoir créée, mais les choses ne font qu'empirer, il faut le dire aussi, et de dépenses publiques. Voilà les deux questions, Philippe Béchade. Bon, la première, concernant les agences de notation, on n'en parle pas 364 jours par an. Et puis d'un seul coup, on vous dégaine le risque de dégradation. Quand on veut faire passer une loi, maintenant c'est facile, ça passe par 49.3. Bah oui. Donc ça passe. Le reste du temps, les agences de notation, on s'en fout. Et d'ailleurs, une fois qu'elles ont dégradé la note, on s'en fout aussi. Je me suis amusé à regarder comment s'étaient comportés les marchés lorsque la France avait perdu son triple A. Alors si ça avait un petit peu tangué. Mais après, quand on était passé à triple A-, puis à double A+, etc., il ne s'était rien passé du tout. Si vous prenez un pays comme l'Italie, depuis que la Banque centrale a décidé, via son quoi qu'il en coûte, de réduire ce qu'on appelle la fragmentation entre les rendements des diverses principales dettes d'État européennes. Vous pouvez dégrader, vous pouvez remonter, ça ne change strictement rien. Mais ça change même pas, pardon, ça ne change rien. On va explorer ce sujet-là, mais même sur la question du taux d'intérêt de la dette? Non, mais absolument pas. Parce que c'est quand même le truc qu'on nous dit, où c'est vraiment... Mais on vous le dit parce qu'à un moment, on veut vous faire tenir sage. Mais quand d'un seul coup, quand Madame van der Leyen dit à la France, il va falloir rajouter dans les 3 ou 4 ans qui viennent 10 milliards, parce que c'est notre quote-part, pour l'Ukraine, d'un seul coup, la France va s'endetter 10 milliards de plus, et là, on s'en fout complètement. Par contre, si vous avez une manif de gens qui protestent contre le doublement de leur facture d'électricité, alors là, par contre, non, là, on peut pas faire grand-chose, parce que si jamais on réduisait la TVA sur l'électricité, là, on serait plus dans les clous, et on risquerait de se voir dégrader. Donc, la Banque centrale, c'est pour faire fermer leur gueule aux gueux, tandis que le gouvernement, quand il a besoin de rajouter 10 milliards, 20 milliards, 70 milliards pour la transition énergétique, la décarbonation, alors là, par contre, s'endetter de 70 milliards de plus, ça ne pose plus aucun problème. Ça n'en pose que lorsqu'il y a une sorte de forme de pression du côté de l'opinion publique, du côté des syndicats, et que là, il va falloir lâcher quelque chose
qui va coûter. Alors là, le boogeyman, l'épouvantail banque centrale, là, on vous le ressort naturellement. Et là, en plein dans ce sujet-là, Philippe Béchade, en avril dernier, c'était l'agence de notation Fitch qui avait abaissé d'un cran la note de la France à moins. Et quelles étaient les raisons ? C'était les tensions sociales récentes. En fait, on allumait les gens qui étaient allés manifester dans la rue en disant ça prouve que finalement la France n'a pas la capacité à réduire le déficit et la dette, étant donné sa population trop revendicatrice. Donc finalement, on remettait ça sur le dos d'une population trop mouvementée à leur goût. Ça va tout à fait dans votre sens. Et bien sûr, pas sur nos déficits jumeaux à l'export, pas sur notre incapacité à bien employer les deniers publics. Plus on prélève, plus on alourdit les taxes, plus on décharge l'État sur les collectivités locales, les gouvernements, les présidences régionales, etc. Et moins les choses fonctionnent. C'est ça qui est extraordinaire. Alors quand on a, là encore, l'outrecuidance de dire mais où va l'argent ? Qu'est-ce qu'on fait de notre pognon ? On en verse de plus en plus. En tout cas, nous, dans notre poche, il en reste de moins en moins. Et il n'y a plus de soins. Il y a des pénuries de médicaments. Oui. On n'a jamais connu ça. Enfin, en 50 ans, ou même depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais connu des pénuries de médicaments. Et là, on nous explique que c'est parce que la France ne les paye pas assez cher, donc nous ne sommes pas prioritaires au regard des fournisseurs. Mais si jamais on devait payer le prix fort, comme le font les autres qui ne manquent de rien, ça creuserait encore plus le trou de la Sécu et donc les déficits. Donc en ce moment, on ne peut pas imaginer qu'on va remettre de l'argent, payer plus cher nos médicaments. Donc c'est très très bien. Maintenant, non seulement effectivement on se fait plumer à la pompe, comme disait Olivier, non seulement l'électricité coûte 2 fois plus cher quand on est un particulier et 4 fois plus lorsqu'on est un artisan, un boulanger, mais en plus de ça, on n'a pas son traitement pour survivre tout simplement à quelque chose qui était complètement banal il y a peut-être 4 ou 5 ans. Et aujourd'hui, les pénuries de médicaments, je le dis, on en meurt. Oui. On en meurt. Oui. Mais si le gueux a le malheur d'aller protester contre le fait que la qualité des soins baisse et qu'on est en pénurie de médicaments, non, attention, on risque de perdre notre triple A. Bon, les gens risquent de perdre leur vie, mais nous, on va perdre notre double A. Non mais voilà, c'est absolument catastrophique. Et puis monsieur le maire peut effectivement se vanter, il a réussi. Cet automne, enfin, les températures ont commencé à baisser et grâce à des invocations de la pluie par Bercy, tous les énarques s'y sont mis. Ils ont tous réuni leur puissance intellectuelle pour faire tomber la pluie. Et enfin, la France vient de regarnir ses nappes phréatiques. Nous échappons à la sécheresse grâce à la concentration et grâce aux hyper-pouvoirs de nos énarques de Bercy. Vous voyez quand même, je leur rends hommage. Je leur rends hommage quand même. Oui, vous avez raison. Je suis quand même balancé. Olivier Delamarche, pour revenir sur cette... en fait, on se dit, mais c'est scandaleux ce qui se passe. C'est-à-dire, on se veut complètement dépendant d'agences de notation qui ne sont rien et qui vont décider de la pluie, du beau temps. Enfin, vous l'avez dit, finalement, ça ne décide de rien, ça ne va rien changer. Mais pourquoi nous continuons de jouer ce jeu-là de la soumission à des institutions internationales, d'une perte totale de notre souveraineté ? C'est la gestion par la peur. Ça marche, mais ça marche dans tous les pays de la même façon. Souvenez-vous de cette espèce de film dramatique que vous avez tous les ans aux États-Unis sur le relèvement du plafond de la dette. Alors qu'on sait très bien qu'à la dernière minute, le dernier jour, le plafond de la dette va être relevé et les marchés derrière vont dire « ouf, on s'est fait peur ». Voilà, et c'est la même chose en ce qui concerne les agences de notation. On fait peur aux gens, on fait peur au marché. Tout ça pour la même raison à chaque fois, c'est-à-dire
en effet, comme le disait Philippe, pour faire passer un certain nombre de mesures. On vous fait peur, on vous dit « Oh là là, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être terrible, la note de la France va être dégradée, ça va être épouvantable, on va payer des taux d'intérêt très très élevés, etc. » Et puis, en fait, ça vous permet de passer un certain nombre de choses. Mais on le fait de la même façon, et c'est pas les agences de notation, on le fait, c'est la gestion par la peur, c'est la gestion par la guerre, c'est la gestion par les attentats, c'est la gestion, tout ça pour faire passer un certain nombre de choses qui sont de plus en plus vers une société qui est une dictature et non plus une démocratie. Alors, les gens sont contents parce qu'une fois tous les 5 ans, ils ont l'impression qu'on est en démocratie parce qu'ils mettent un petit bulletin dans l'urne, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font plus, mais ils vous disent, mais non, quand vous leur dites ça, mais non, on va vivre en Corée du Nord. Non, je ne vais pas vivre en Corée du Nord. La seule chose, c'est que des 49.3 comme outil de démocratie, je trouve ça un peu rude, et le fait est qu'on va petit à petit vers une société qui est de plus en plus contrôlée, avec des passes même pour circuler pendant les Jeux Olympiques. Enfin, je veux dire, on est dans quelque chose qui s'installe petit à petit, et je vous dis, aussi bien sur les marchés que sur la vie en général, eh bien, c'est une gestion par la peur parce que il n'y a rien de mieux pour installer un certain nombre de choses qui passent et qui sinon ne passeraient pas. Et donc là, on est entièrement soumis à l'Europe, qui est entièrement soumise aux Américains depuis déjà un bon moment. Et donc, voilà, on suit une espèce de programme qui mène petit à petit à notre perte. Oui, mais justement, Olivier Delamarche, je pense que c'est important ce que vous dites. C'est là on voit le lien entre ce qui se passe au niveau économique, ces notations, etc. Et puis finalement, la perte progressive de nos libertés fondamentales. On voit que la France n'a jamais, continue d'augmenter chaque année sa dette. Nous avons une dette de plus de 1 000 milliards d'euros, à laquelle on arrivera à la fin. Non, 3 000. Bon, voilà. Vous êtes loin du compte. Ouais, c'est tellement. Ça veut plus rien dire à ce niveau-là. On a du mal à capter. Et d'un autre côté, on a aussi les Français qui vont s'endetter de plus en plus, puisque en plus Bruno Le Maire annonce qu'il va faciliter les crédits immobiliers, etc. On a l'impression, et donc évidemment cette dette nous tient. Elle nous vous appartenez à celui qui vous prête de l'argent. Je veux dire, à partir du moment où vous êtes surendetté, ce qui est le cas, à partir du moment où vous êtes surendetté, vous appartenez à celui qui vous a prêté de l'argent. Parce que si à un moment, il a envie de couper le robinet, il coupe le robinet. Et à ce moment-là, vous êtes pas bien. Bon, c'est ce qui s'est passé aussi pendant le Covid. C'est-à-dire tous les prêts garantis par l'État, c'était ça, en fait. C'est-à-dire que petit à petit, l'État rentre de plus en plus dans l'économie. C'est pour ça que ça me fait hurler de rire quand tout le monde crie au libéralisme, à l'ultralibéralisme. Qu'est-ce que c'est que l'ultralibéralisme quand un État détient plus de la moitié de l'économie? Donc non, on n'est pas en ultralibéralisme, on est plutôt en soviétisation poussée de l'économie en France. L'État, petit à petit, se met partout. Alors le but du jeu, il est assez facile à deviner. C'est simplement d'éliminer les petits au profit des gros. Et les gros, c'est qui ? C'est les copains. Donc petit à petit, on vous accumule des dettes sur la tête, et au bout d'un moment, vous serez bien incapable de la rembourser, et à ce moment-là, on donne un tour de vis, et le tour est joué, on récupère votre boîte. Donc voilà comment ça fonctionne, mais on le voit très bien où ils veulent en venir, c'est-à-dire suppression, je vous rappelle, suppression du cash, mise en place de l'euro numérique, etc., etc. Tout ça, ça va aboutir à un revenu universel, et en fait, eh bien, vous dépendrez
entièrement de la Banque centrale qui dépendra évidemment de Des Américains. quelques personnes qui ont mis ça en place et qui pourront à tout moment, si vous n'êtes pas sage, vous couper le robinet. Oui, ça on a bien compris. Aujourd'hui, finalement, si on veut se réveiller, sortir de cette forme de cauchemar, de soumission, est-ce qu'on peut faire quelque chose au niveau français déjà, si on avait un gouvernement digne de ce nom, et nous, au niveau particulier, Philippe Béchade? Au niveau particulier, ou je dirais peut-être au niveau de son cercle familial, amical, on peut effectivement se serrer les coudes, mais Olivier l'a très bien dit, je partage à 100% son analyse. C'est pas en votant tous les 5 ans par des candidats qui ont été amenés, fabriqués, formatés par les médias qu'on peut voir évoluer la démocratie. La démocratie a été clairement, j'ai employé le terme, volée par le système, c'est-à-dire que les médias sont le système, et on voit que les quelques médias libres comme le vôtre, malheureusement, n'arrivent pas encore à faire les audiences de Monsieur Hanouna. Non, mais on monte. Voilà. Et on est presque à 3000 viewers en direct, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Merci à vous tous d'être ici en direct sur YouTube. Donc, il faudrait peut-être arriver à fédérer des médias qui proposent une vision lucide des choses. Et il faudrait surtout que derrière cela puisse émerger un vrai candidat ayant le souci du bien public, illustrant la fameuse devise de l'ENA, servir et non pas se servir. Mais on s'aperçoit que le personnel politique, généralement, aujourd'hui, c'est composé de gens qui font de la politique parce qu'ils ont échoué dans leur carrière, n'ont pas d'abord été des entrepreneurs ou n'ont pas été des grands commis de l'État au sens gaullien. Je suis désolé, mais le plus souvent, les personnes qu'on retrouve en politique, et Paris en fournit une illustration admirable quand on voit l'aréopage qui entoure Anne Hidalgo, ce sont intégralement des gens qui n'ont rien fait de leur vie autre chose que de la politique dans des cercles où évidemment tout le monde se tient les coudes, hein, ce qui est effectivement la vocation première d'un cercle. Mais le problème, c'est que le cercle n'est pas inclusif. C'est un cercle où on décide pour les autres sans tenir compte des vrais besoins des autres. Et au sein de ce cercle, on pratique une idéologie, et tout ça sous les vivas de Libération, de Télérama, des Inrecuptibles et de toute la bien-pensance. Et je veux dire qu'aujourd'hui, la bien-pensance, on en crève. Et quiconque aujourd'hui viendrait dresser le portrait le plus lucide des choses ou des mœurs des politiques, alors son discours serait jugé offensant, clivant, donc il sera banni des médias. Celui ou celle qui viendra dire la vérité, parce que la vérité, elle est offensante. Comme je dis souvent sur mon fil Twitter, la réalité ou la vérité, ce complot permanent. Si vous venez dire la vérité, c'est le complot. Et vous connaissez la définition du complot. Le complot, la théorie du complot, c'est une vérité qui sera universellement reconnue dans 6 mois. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour qu'on ait des gouvernants de qualité, il faudrait d'abord que ce soit des gens effectivement de qualité, ou qui ont déjà fait leurs preuves quelque part dans le privé, dans le public, dans ce que vous voulez, mais qui ont un petit peu fait leurs preuves et qui n'arrivent pas en politique parce qu'ils ont échoué à peu près dans tous les autres domaines. Parce qu'on voit clairement que ceux qui arrivent en politique n'ont pas le bien public chevillé au corps. Oui. Ce qu'ils aiment, c'est parader, c'est bénéficier de tous les privilèges, prébendes, passe-droit.
Et les exemples sont tellement nombreux que je pourrais même pas vous en citer 1%. Mais bon, quand on voit par exemple que le procès d'un ministre de la Justice est supervisé par le ministre de la Justice, il n'y a aucun pays démocratique au monde dans lequel ça se soit passé. Et je pense que même en Chine, ils n'oseraient pas. J'imagine pas le ministre de la Justice chinois supervisant son propre procès pour corruption ou prise illégale d'intérêt. Donc on est arrivé à un degré de décomposition de l'État qui est absolument incroyable. Et sur les médias, les personnes qui viendraient expliquer en quoi cela n'est pas normal ou pourquoi eux feraient autrement, toute personne qui dit le vrai, le juste ou qui démontre qu'il n'a pas comme unique ambition un enrichissement personnel, ces personnes-là sont bannies des plateaux télé. Donc ce sont bien les médias qui sélectionnent par la médiocrité. Vous n'avez pas aujourd'hui un seul ministre qui va venir sur un plateau où il va se trouver confronté à un économiste qui tient la route, si on parle de questions économiques, un juriste ou, je ne sais pas, un bâtonnier qui va venir challenger le ministre de la Justice. Vous n'avez jamais, aujourd'hui dans les médias, le moindre débat contradictoire. Et vous avez, lorsque le ministre vous ment les yeux dans les yeux à la Cahuzac, mais maintenant sur tous les sujets, pas seulement sur le compte en Suisse, mais sur tous les sujets, et vous avez un journaliste dont la tête oscille comme le chien sur la plage arrière de la voiture. Avec un léger sourire en plus. Oui, on a vu les mêmes, Philippe Béchade. Alors, je voudrais quand même revenir sur notre question de souveraineté, disons, économique. On a bien compris qu'on a une classe politique qui aujourd'hui ne joue pas son rôle, ou alors elle joue son rôle, mais qui ne va pas dans notre intérêt. C'est peut-être aussi un autre sujet. Mais donc, si on a aujourd'hui, disons qu'on voudrait récupérer cette souveraineté, que faudrait-il faire finalement ? Est-ce que ce serait possible ? Est-ce qu'il faut passer par le Frexit ? Évidemment, j'ai toujours beaucoup d'auditeurs qui me disent la seule solution c'est le Frexit. Comment fait-on aujourd'hui ? Là, on a un gouvernement, on élit enfin un gouvernement digne de ce nom. Quelles sont les démarches à suivre, Olivier Delamarche ? Le problème, c'est que votre postulat de base, si on élit un gouvernement qui fait ce qu'il faut, me paraît déjà tout à fait aléatoire. C'est-à-dire que moi, c'est ça qui me désespère aujourd'hui, c'est que je ne vois pas la sortie. Je ne vois pas aujourd'hui qui pourrait prendre les rênes et qui pourrait réellement nous sortir de là. C'est ça mon problème, le principal problème. Parce que pour l'instant, vous pouvez regarder sur tout l'échiquier politique, à moins que vous ayez déniché la pépite comme ça ce week-end, mais sinon, j'ai un peu de mal, je vois pas. Et donc le problème, il est là, c'est-à-dire que, et même si quelqu'un arrivait, le problème, c'est que il serait très vite confronté à l'Europe. On a vu d'ailleurs. Mais c'est la question que je voulais vous poser justement. On a vu Madame Meloni qui, pleine de bonnes intentions avant les élections, en faisait beaucoup, et puis qui s'est mis à genoux devant l'Europe dès son élection. Donc, tout à fait. Première visite qu'elle a faite, c'était à Ursula von der Leyen. Mais justement, alors est-ce que ça veut dire que on ne peut pas prendre notre indépendance tant qu'on est dans cette Europe-là ? Ou peut-on changer l'Europe de l'intérieur ? Est-ce qu'on peut rester comme on est, mais dire, écoutez, moi, je m'en fous des notations, des agences de notation, je m'en fous de la BCE, je m'en fous et je fais mon truc. Est-ce que c'est possible, ça, ou est-ce que c'est pas possible ? Est-ce qu'on est obligé de passer par le Frexit ? Voilà, c'est un peu les questions de toute façon, il faut, quoi qu'il arrive, si vous voulez récupérer votre souveraineté, il faut détruire ce système mafieux qui est l'Union européenne. On voit bien que c'est un système totalement mafieux, de gens, pour certains, d'une incompétence rare. Moi, j'ai toujours appelé l'Union européenne la poubelle jaune de la politique, c'est-à-dire on recycle tous les ratés
qui ont raté dans leur pays. Thierry Breton en est un exemple, Pierre Moscovici aussi. Enfin bon, on en a Ursula von der Leyen, quelques-uns. elle avait des problèmes juridiques graves. Elle a été virée du ministère de la Défense allemand pour corruption, quand même. C'est quand même assez extraordinaire. Et on la met à la tête de l'Union européenne, où elle peut où elle recommence. Très largement continuer ses activités délictueuses. Donc, oui, et si vous voulez, tant que vous ne sortez pas de ce système, alors est-ce que c'est un Frexit ou est-ce que c'est simplement une dissolution de cette organisation mafieuse? C'est plutôt une dissolution de cette organisation mafieuse qu'il faudrait. Mais Frexit, moi je veux bien, mais Frexit avec des gens qui sont capables derrière. Parce que si vous faites du Frexit avec des gens qui sont des incapables, on a vu le Royaume-Uni, oui. Eh bien, vous aurez le même résultat. Bien sûr. Vous avez des gens qui ne sont pas dans l'Europe et qui sont dans la même position économiquement que nous. Donc, c'est pas le tout, le Frexit. Le Frexit, oui, c'est-à-dire récupérer sa souveraineté, oui, ça, tout à fait d'accord. La seule chose, c'est que derrière, il faut qu'on ait des gens qui soient à la barre et qui soient intelligents et compétents. C'est pas le cas. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis inquiet parce que je ne vois pas aujourd'hui de gens ni capables d'avoir ce qu'il faut dans le pantalon pour sortir de ce système et donc je suis assez inquiet parce que je pense que dans quelques années, quand on va nous demander de mettre un petit bulletin dans l'urne, eh ben les Français feront ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire que ils voteront pour un Édouard Philippe ou pour un autre du même type, qui sera un Macron-biste, voire en pire, et qui continuera ce qu'il a à faire pour maintenir le système en place, parce que c'est un système qui leur bénéficie. Vous êtes dans un système qui est corrompu à mort, d'accord? On le voit au niveau européen, mais c'est, croyez-moi, la même chose au niveau français. Ils font pas ça pour la gloire, ils font ça pour le fric, tout simplement. Ils font ça pour le pouvoir. Et ils font ça alors que ce sont des gens qui, comme le disait Philippe, sont des incapables, sont des gens qui, dans la vie normale, seraient à la rue, tellement ils sont mauvais. Vous mettez Bruno Le Maire dans une entreprise privée, il tient 2 semaines. Et encore, vraiment pitié, il tient 2 semaines. Et là, pardon, si on s'arrête sur... Ça veut dire qu'il n'a pas le choix, en fait. Oui, voilà. Bruno Le Maire très au-dessus de ce que ses moyens lui permettraient de vivre. Si on s'arrête sur l'exemple de Bruno Le Maire qui ne tiendrait pas 2 semaines dans une entreprise, comme vous dites, il n'a pas le choix. Il est tenu par qui? Et finalement, à quel moment il va être récompensé? Quand il va partir, après, on va lui offrir un beau poste Alors déjà, on va lui offrir un beau poste, alors peut-être dans l'Union européenne, peut-être au FMI, peut-être, j'en sais rien. On va lui offrir en tout cas un beau poste. Et puis c'est quand même assez extraordinaire pour un type qui écrit des bouquins porno, tout d'un coup de se retrouver ministre de l'économie. Faites un carnet d'adresses qui est quand même pas mal, et puis il finira par aller faire des conférences à droite à gauche, payer 250 000 balles la conf, voilà. Donc et ce type-là finalement n'aura jamais rien fait puisque il n'a toujours fait que de la politique. Il n'aura jamais rien fait. Il aura simplement lu des communiqués qu'on lui disait de lire sans forcément les comprendre. Et à la fin, ce gars-là aura mené une carrière, il sera enrichi considérablement en ne faisant rien et en pire que ça, en faisant ce qu'on lui dit de faire, c'est-à-dire en fait de détruire petit à petit l'économie française.
ils ont mis en place. Il y a pas que lui, mais enfin lui, il est quand même là depuis un petit moment. Ils ont complètement désindustrialisé. Et il a bien participé à l'endettement de la France quand même. Hein. Ah, mais il a bien participé. Enfin, je rappelle quand même que depuis M. Macron, nous avons un bon 1000 milliards de plus, un trillion de plus, ce qui est quand même pas rien. Hein. Oui, c'est pas rien. Et vous disiez tout à l'heure qu'on était endetté à 112%. Non, nous ne sommes pas endettés à 112%. Ça s'appelle de la comptabilité créatrice. La comptabilité créatrice, on est très fort en France pour dissimuler de la dette. Alors, dissimuler de la dette sur les futures retraites des fonctionnaires, dissimuler de la dette dans les grandes entreprises publiques, EDF et compagnie. Mais si vous prenez la dette de l'État, et ne serait-ce que la dette de l'État, je ne prends pas le reste, vous êtes plutôt aujourd'hui sur des niveaux qui sont les niveaux de la Grèce en 2011, c'est-à-dire 160%. Donc, on est très très loin du compte, et donc, je vous dis, on est là aujourd'hui avec, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on entend quand même les différents européistes, Mario Draghi, qui a dit qu'il faut faire il faut rendre l'Europe comme un État. Et on voit des choses qui sont votées, qui vont vers une plus grande, des plus grands pouvoirs pour l'Europe et un dessaisissement de la souveraineté de la part des pays. Pourquoi ? Parce que en effet, ils sentent ils sont à un moment critique, parce que économiquement, on est à un moment critique, parce que les Américains nous ont mis dedans et ont mis dedans les Allemands avec en faisant sauter Nord Stream. Tout ça va dans quelque chose qui est dangereux pour eux, parce que en effet, les peuples se réveillent. Peut-être et commencent à comprendre qu'ils sont en train de se faire avoir et c'est pour ça que vous entendez de plus en plus ces histoires d'attentats dont on fait des tonnes et des tonnes. Alors, il faut en faire des tonnes parce que c'est gravissime, mais ça n'empêche que ça leur permet petit à petit d'installer des mesures pour contrôler. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont peur, en fait. Ils ont peur qu'à un moment, les gens en aient marre, aillent s'acheter des fusils de chasse et fassent des cartons. Ça s'appelle une guerre civile et ils en ont la trouille parce que à ce moment-là, ils risquent leur peau, ils risquent leur tête. Donc, ils vont aller de plus en plus vers une société contrôlée. On est proche, ce sera ma question de la fin pour vous deux, puisqu'on a déjà dépassé le temps. On est proche de cette guerre civile, vous pensez, Olivier Delamarche, Philippe Béchade. Je vais d'abord commencer par Philippe Béchade. Sachant qu'on connaît maintenant, donc vous avez donné les vrais chiffres de la dette, ce pays peut-il être sauvé, clairement ? Et est-ce que ça va forcément finir en guerre civile ? Je n'ai pas la réponse ni à la première ni à la seconde question. Alors, la guerre civile, quand on voit ce qu'on a infligé aux Français, l'apartheid sanitaire, des déclarations ignobles de politique. Alors, je ne vais pas reciter Emmanuel ou la famille Wargon pour l'ensemble de son œuvre, des médecins de plateau, etc. Oui, mais juste Emmanuel Macron, j'ai envie d'emmerder les Français, déjà, c'est pas mal. Voilà, on en a eu quelques-unes, et des fameuses, et les gens ont revoté pour ça. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de médicaments. Je voudrais qu'on enquête très sérieusement sur le nombre de personnes qui sont décédées du fait d'une pénurie de médicaments. Il y aurait de quoi se révolter, de voir aussi des jeunes qui meurent de myocardite et d'entendre le ministre de la Santé déclarer que les effets secondaires n'existent pas. Mais on aurait besoin d'un Nuremberg numéro 2, alors peut-être la peine de mort en moins, mais ça serait le minimum. Mais le problème, c'est que comme le Nuremberg numéro 2 n'existe pas et n'existera pas, tout le monde était déjà en roue libre avec le Covid et avec la feuille de route qui a été déroulée dans tous les pays qui avaient à leur tête des dirigeants, on comprend qu'ils sont des membres éminents ou sympathisants du WEF. Alors la caricature absolue, c'est le Canada où le Premier ministre est
un des padawans de Klaus Schwab, et où sa vice-première ministre est la numéro 2 du WEF. Et les Canadiens, jamais ils ont l'idée de se révolter parce que quand même, les médias, ils pensent à notre bien, tout ça, à nous sauver du Covid. Non mais on voit que les médias ont un pouvoir anesthésiant absolument incroyable. Et quand vous essayez de faire sortir la vérité, alors là, on va vous sortir au travers d'un scandale à la Chiappa, on va vous sortir des fact-checkers qui vont aller essayer de détruire le vrai à la racine ou à saturer l'espace de faux ou de choses qui distraient les gens. Et quand vous discutez autour de vous, on prend très très vite conscience que beaucoup de personnes ignorent les noms, Klaus Schwab, Hariri, Trudeau. Demandez-leur une définition de la CBDC, ils n'en savent rien. Et lorsqu'on a un nouvel attentat, vous avez immédiatement des gens à la télé qui viennent vous expliquer que si on avait eu la télésurveillance, le jeune français, entre guillemets, dont on découvre aujourd'hui que il est d'origine iranienne et je n'ai rien contre les Iraniens naturellement. Bref, on nous a encore essayé de nous distraire avec il est français, il a un prénom français. Non, en fait, c'est son prénom français, mais son nom véritable n'est pas d'origine française. Et on nous explique que donc, s'il y avait la surveillance numérique à la chinoise, il n'aurait pas commis son attentat. Bon, c'est totalement faux, puisqu'en réalité, la surveillance n'empêche aucune délinquance. Elle permet de retrouver les délinquants a posteriori, mais évidemment pas de prévenir en amont. Surtout qu'on a peut-être d'autres solutions pour prévenir en amont, celle d'un meilleur contrôle aux frontières des gens qui arrivent, tout simplement. Contrôle aux frontières ou contrôle à l'intérieur de notre frontière quand il s'agit de personnes qui ont déjà fait de la prison et qui sont radicalisées. Et là, on apprend que le juge s'est opposé à ce que la police aille lui rendre visite pour une évaluation. Et après ça, on nous explique que le gars, effectivement, il a un pet au casque et à chaque fois qu'il y a un problème, on psychiatrise l'auteur. Bon, moi j'ai très peur parce que si les religions rendent fou, je ne sais pas quand est-ce que je vais me retrouver confronté avec quelqu'un brandissant un couteau et en criant Bouddha ou Akbar. Il y a vraiment un vrai problème. Et puis je vais terminer, avant de laisser la parole peut-être à Olivier pour les mots de conclusion. Quand je vois aujourd'hui notre président se rendre à la COP 28 pour essayer de faire avancer, soi-disant, le calendrier ou l'agenda de la transition énergétique, la décarbonation, qui vise le méthane, faire baisser la température de la planète. Il est prévu à son agenda une rencontre avec Bin Salman qui finalement ne se déplace pas. Il veut se rabattre sur une réunion, une table ronde avec au moins quelques chefs d'État du Golfe qui déclinent tous l'invitation et il se retrouve comme ça, il a fait le voyage pour rien. La perte d'influence de la France est aussi totale. À l'intérieur, ça va plus, mais à l'extérieur, on a aussi perdu tout impact. Rien ne va plus. Donc, quand vous arrivez à la COP 28, il y a quand même quelques dirigeants de pays qui vont pas mal sur Terre. Donc, à la COP 28, vous croisez des dirigeants qui réussissent et vous croisez des présidents qui ne sont rien. C'est la différence entre les BRICS et Macron n'est plus rien. Entre les BRICS qui ont une politique réaliste et l'Occident qui se cache derrière sa lorgnette. Olivier Lamarche, un dernier mot de conclusion parce qu'on a vraiment complètement dépassé notre temps là. Bon, écoutez, je suis d'accord avec ce que dit Philippe. C'est bien ça qui me fait peur. C'est pour ça que je vous disais, je vois pas la sortie. Alors, sauf peut-être à un moment un déchaînement de la violence qui n'est pas souhaitable, mais un déchaînement de la violence parce que à un moment, peut-être que les Français en ont marre de se faire tirer comme des lapins. Donc et à ce moment-là, on arrivera à ce que j'appelle, moi, depuis longtemps, j'avais écrit ça il y a quelques temps, en disant on va vers une libanisation de la France, c'est-à-dire communauté contre communauté
et libanisation qui sera à la fois sociétale mais aussi économique. C'est-à-dire, regardez ce qui s'est passé au Liban, ça sera un bon exemple de ce qui risque de se passer en France. Donc voilà, moi j'ai pas la solution. Je dois dire que je suis assez inquiet parce que j'en vois pas. Je vois pas très bien comment on peut sortir par le haut de là où on nous a mis depuis quelques années. Et voilà. Et au moins déjà, on va commencer. Là d'ailleurs que je suis parti, que j'ai quitté la France, c'est que je vois pas la sortie. Alors, en tout cas, merci à vous deux, au moins pour cette analyse franche qui fait du bien, justement, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ailleurs. Philippe Béchette, juste pour vous répondre, vous parliez d'union des médias nécessaires. Eh bien, c'est justement nous ce qu'on va faire. On appelle tous les autres médias alternatifs. On a déjà fait des partenariats, évidemment, avec Nicolas Vidal, avec Alexis Poulain. On va continuer et essayer de monter, justement, une espèce de contre-pouvoir fort où on va pouvoir se renvoyer la balle comme ils le font si bien dans les médias dits mainstream. En tout cas, merci beaucoup pour cette analyse.